Bonjour à tous, encore une fois, donc on enchaîne avec une nouvelle formation, cette fois-ci donnée par Monsieur Abdelhak Ameni du Maroc, de Massir, et ça sera autour de comment bien définir sa propriété intellectuelle et la protéger. La parole est à vous, Monsieur Ameni. Merci Madame Ofa. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien. Donc, je pense que c'est une journée, on dirait exceptionnelle, parce qu'on on est très content au Maroc parce qu'on vient de passer au quart de finale de la Coupe du Monde. Et voilà, donc la vie, c'est un combat. Et donc, c'est la même chose pour une start-up, pour un projet de recherche, hein. C'est un combat et ça commence depuis la réflexion. Et donc, c'est en quelque sorte aussi l'objet de mon intervention, c'est pour vous donner quelques idées. C'est principalement du partage d'expérience, parce que moi, j'occupe le poste de directeur de la valorisation. Ça veut dire que je suis en contact avec principalement des projets de recherche qui émanent de la Fondation Massir et qui passent au stade c'est-à-dire de marché. Et donc, on suit tout un processus de valorisation. D'accord? Et donc, pour les gens qui connaissent pas Massir, donc c'est un institut de recherche en biotech, en microélectronique et en matériaux. Donc, on fait partie de l'écosystème de l'Université Mohamed VI de Ben Guerir. Et donc, c'est très important, en quelque sorte, de créer tout un écosystème pour favoriser l'émergence de solutions qui émanent de la R&D. Alors, en fait, c'est très simple de parler de ce processus parce que c'est un peu compliqué lorsqu'on parle de la deep tech. Alors, vous connaissez très bien que depuis longtemps, on parle de start-up. La majorité, c'est du digital, hein. Donc, c'était très facile quand même, en tant que porteur de projet, de pouvoir investir dans un projet digital parce qu'en quelque sorte, ça dépend beaucoup de la personne, de ses capacités à porter le projet, à le faire émerger. Maintenant, pour des projets qui nécessitent quand même des infrastructures, je parle par exemple de la biotech, on est sur au moins deux ou trois projets de start-up. Je vais partager aussi avec vous nos success stories aujourd'hui. Donc, c'est des projets quand même qui demandent de l'investissement. Donc, et lorsqu'on parle d'investissement, on parle aussi de cette capacité d'attirer les investisseurs. Pour attirer les investisseurs, il y a aussi d'autres moyens. La startup n'a pas autre chose que son expertise, son savoir, et tout ça, ça représente de la propriété intellectuelle. Et donc, c'est cette capacité à convaincre ces investisseurs d'intégrer le tour de table de la startup. Moi, je vais vous orienter sur quelques pistes pour mieux cadrer cette première phase, hein, de définir de la propriété intellectuelle dans le cadre d'un projet de start-up ou de jeunes pousses. Et aussi, Madame, il a déjà parlé de tout ce qui est protection, etc. Je pense, et vous avez un avant-goût, mais on peut toujours améliorer ou aussi approfondir la discussion sur les systèmes de protection. Maintenant, ce qui est important déjà, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a comme innovation, hein, ou qu'est-ce qu'on a comme propriété intellectuelle. Bah, d'où la slide suivante. Donc, idéalement, pour un projet de start-up ou de jeune pousse, il faut passer par un audit propriété intellectuelle. C'est très important parce que c'est là où vous allez cadrer, hein, donc, le potentiel immatériel de la start-up. Parce qu'en gros, c'est ce que vous avez, hein. Vous avez votre capacité à transformer un savoir, d'accord, et à le vendre à des investisseurs. D'accord. Donc, idéalement, lorsqu'on parle de la propriété intellectuelle, il y a plusieurs volets, hein. Faut maîtriser ces aspects-là, hein. Donc, il y a le droit d'auteur qui est quand même lié à tout ce qui est création artistique, œuvre littéraire et même les logiciels, hein. Donc, les logiciels aussi, ils font partie du droit d'auteur. Et il y a la propriété industrielle. Alors, la propriété industrielle, je pense que vous connaissez un minimum, donc les brevets, les marques, les dessins et modèles industriels, les obtentions végétales, qui est plutôt dans le domaine agricole, les indications géographiques, les appellations d'origine aussi, les circuits intégrés, et j'en passe. Ce qui est important dans votre cas, en général, les trois premiers, c'est ce qui intéresse le plus la startup. Et je peux dire aussi que c'est le brevet, d'accord? Le brevet ou le secret, hein, ça dépend. Si on a une capacité aussi de garder le secret de l'information. Mais dans tous les cas, il y a toujours un aspect, on va dire, secret dans une innovation. Parce qu'il y a quand même si on rédige le brevet et tout ça, il y a quand même on va dire, un, un tour de main qui est spécifique à l'inventeur ou bien au chercheur. Et donc,
C'est pour cela, dans une startup, en général, les investisseurs, ils exigent c'est-à-dire que les fondateurs, alors les personnes qui détiennent le savoir, soient présents et prennent le risque avec eux. Alors, lorsque je parle audit, donc ça va être un listing de tous les aspects qui touchent la propriété intellectuelle au sein du projet ou de la startup. Ça peut être des marques, des brevets, des modèles, des logiciels, etc. Parce que c'est grâce à ce listing-là que vous allez définir votre stratégie de propriété intellectuelle. Alors, lorsque je parle de stratégie, la dame, elle a parlé de toutes les démarches de protection. Alors, est-ce que je dois protéger? Je dois garder le secret? C'est tout un questionnement à poser. Aussi, quels sont les jalons à poser pour que je puisse, en quelque sorte, minimiser l'investissement dans tout ce qui est propriété intellectuelle. Alors, c'est très simple de dire que je peux déposer un brevet. Alors, on peut le déposer dans un pays, ça va. On peut le faire au Maroc, par exemple, ça coûte un maximum de $300. On peut le supporter. Mais la question de Pascal, elle est légitime. Si demain, je veux étendre ma protection à, je sais pas, une vingtaine de pays, hein, alors il faut imaginer que c'est des coûts énormes. Alors, déjà, les coûts des avocats, les coûts des cabinets, les coûts les traductions. Donc, parce qu'il faut garder en tête, il n'y a pas un brevet mondial, hein. Et donc, chaque pays, le brevet, c'est un acte juridique qui lie l'inventeur à un État. Il vous donne un monopole sur quelque chose. La même chose pour la marque, la même chose pour le dessin et modèle industriel. On vous donne un monopole sur quelque chose, donc vous avez le droit d'exploiter, d'utiliser, etc. Mais aussi, hein, il faut garder en tête, je me corrige quand même un petit peu, lorsque vous avez un brevet, ça ne veut pas dire que vous avez l'autorisation de mettre sur le marché le produit. Alors, typiquement, pour les produits pharmaceutiques, par exemple, il y a d'autres étapes. D'accord? Il faut avoir l'autorisation de mise sur le marché, etc. Et donc, ça dépend aussi de tout ce qu'on appelle les barrières réglementaires qui s'imposent par rapport à chaque domaine technologique. Donc, idéalement, il faut penser à toute cette démarche. Alors, en tant que porteur de projet ou start-upper, idéalement, il faut être intelligent dans sa stratégie. C'est-à-dire, si j'ai, par exemple, un brevet, alors j'utilise le système national, je dépose, par exemple, au Maroc, ou en Tunisie, en Côte d'Ivoire, etc. Ben, je dois comprendre aussi le système des brevets, c'est-à-dire comment ça fonctionne. Donc, j'ai déjà un moyen très facile pour que je puisse minimiser mes investissements au départ. Donc, je fais juste l'investissement sur le premier, ce qu'on appelle la priorité, c'est-à-dire le premier dépôt. Alors, ce premier dépôt, il vous donne quand même des délais supplémentaires. C'est-à-dire, vous avez un an, ce qu'on appelle le délai de priorité, un an pour entamer les démarches, d'accord, auprès des offices. Si vous voulez passer par une phase nationale, je m'explique. Si demain, je dépose au Maroc, je suis intéressé uniquement par la Tunisie et l'Algérie, par exemple. Donc, je peux passer directement par ces deux pays et donc, moi, j'ai un an pour que je puisse entamer cette démarche, tout en gardant mon droit sur le brevet à la date de départ. D'accord? Et ça, c'est des lois qui existent aujourd'hui et ça date de 1883, c'est la Convention de Paris qui vous donne ce droit, ce qu'on appelle le droit de priorité. Alors, ce droit-là, il a été aussi repris par la convention du PCT, donc le traité de coopération en matière de brevets. Alors, je pense que c'est 1973, et qui a aussi prolongé ce délai jusqu'à 30, entre 30 et 31 mois. Ça dépend des pays. Et donc, en tant que chercheur, je n'ai pas assez de capacité pour investir. Donc, ce que je vais faire, je vais déposer uniquement au Maroc, ou en Tunisie, ou dans mon pays, et j'utilise ce levier-là pour que je puisse avoir plus de temps pour puisse négocier avec les investisseurs de manière à ce que c'est dans la levée de fonds que je vais intégrer aussi les procédures d'enregistrement à l'international. Comme il a bien expliqué madame avant moi, le dépôt de brevet ou toute la propriété industrielle, il a toujours une motivation économique. C'est pour cela, il y a toujours dans la propriété industrielle, on est toujours lié par des démarches d'enregistrement. D'accord? C'est l'enregistrement qui vous donne ce droit. Si vous enregistrez pas le brevet, vous n'avez pas de brevet, il faut le savoir. Hein? D'accord? Par contre, le droit d'auteur, il passe sans enregistrement. Il n'y a pas de démarche d'enregistrement. Le droit d'auteur, il est acquis, d'accord, au moment où je vais le divulguer. Et donc, par exemple, un auteur, son œuvre, il va rester avec lui, et même après son décès, jusqu'à plus de 50 ans. Hein.
Donc, c'est ça la différence entre la propriété industrielle et le droit d'auteur. Alors, dans cette démarche de propriété industrielle, donc c'est-à-dire les fondateurs d'une start-up ou les porteurs d'un projet de recherche qui veulent aller vers le marché, ils ont intérêt à définir une stratégie dans ce sens. Minimiser les engagements en termes d'investissement parce que il faut le comprendre, hein, la propriété industrielle aussi, c'est un engagement financier. Et donc, ce n'est pas facile pour une jeune pousse d'aller faire des brevets partout dans le monde. D'accord? Donc, ça, c'est le premier volet auquel il faut bien penser. Alors, lorsque j'ai dit audit, c'est-à-dire, vous allez lister toutes les innovations que vous avez au sein de votre projet. Vous allez imaginer aussi que si vous avez déjà commencé à penser à la marque, par exemple, c'est un outil très important parce que on peut capitaliser énormément sur la marque. Vous pensez à tout ce qui est software, donc les logiciels. Vous listez tous les logiciels que vous avez dans votre projet. Vous listez aussi tous les modèles, etc. Parce que la dame, elle a parlé aussi de l'aspect visuel de votre produit. C'est très important. Le packaging, l'aspect ornemental, si vous êtes dans des créations artistiques, etc. Et donc, tout ça, vous le mettez dans un listing. Et c'est en fonction de ce listing que vous allez définir votre stratégie de propriété intellectuelle. D'accord? Donc, je vais imaginer que j'ai 3 ou 4 solutions, on va dire, innovantes en matière c'est-à-dire de brevets. Et donc, je veux dire que je vais déposer peut-être 3 brevets. D'accord? J'imagine que j'ai une marque que je dois protéger aussi. J'ai un modèle, etc. Et donc, ça vous donne aussi une idée sur les coûts qui seront engendrés dans le cadre de votre démarche de protection. Ça d'un côté. L'autre côté aussi le plus important, c'est que par rapport aux investisseurs, c'est très important. Il faut qu'ils sachent exactement c'est quoi le potentiel sur lequel ils vont bâtir leur démarche d'investissement. Et donc, si j'ai des brevets, c'est-à-dire c'est une garantie pour eux qu'ils ont quand même un accès au marché, un accès privilégié, c'est-à-dire que c'est les seuls qui vont exploiter. Et donc, ça leur donne quand même un outil c'est un outil en quelque sorte de négociation. D'accord? Comme j'ai dit dans le listing, si vous mettez des brevets, etc., donc vous allez aussi connaître l'étendue de vos droits, hein. Donc, un brevet, c'est 20 ans de protection. D'accord? Une marque, vous pouvez la protéger de manière éternelle, tout en reprenant la marque chaque 10 ans, on peut la renouveler. Le dessin et modèle, c'est 25 ans au total. 5 ans chaque année, renouvelable 4 ou 5 fois, etc. Et donc, ces éléments-là, ils vous donnent quand même une idée globale sur l'intérêt d'approcher des investisseurs. Alors, je dois avancer un peu plus vite. Pour l'investisseur, comme je viens de le dire, donc c'est sécuriser en quelque sorte l'investissement. D'accord? Parce que pour eux, ce qui est important, c'est la disponibilité du droit. Voilà. Le deuxième volet, je pense, qui est très, très important, hein. Vous comprenez que lorsqu'on commence à faire du business, hein, les conflits commencent, hein. On est toujours des amis lorsqu'on commence à faire de la recherche. Entre potes, ça passe très bien. Lorsqu'on on parle argent, business, etc., création de la valeur, alors là, c'est autre chose. D'accord, chacun pour soi, d'accord. Et donc, ça commence à devenir très compliqué. De l'intérêt de comprendre c'est quoi les parties prenantes dans un projet de recherche ou dans un alors, j'essaie d'approcher la démarche universitaire. Donc, c'est pour là que je parle de projet de recherche, mais ça peut être un projet de création de start-up de manière générale. Et donc, vous avez quand même une bonne partie de parties prenantes qui sont soit directes ou indirectes liées avec vous dans le cadre de brevets, mais c'est la même chose pour la marque, pour le modèle. Alors, moi, j'ai pris le brevet comme un exemple, mais ça s'applique à tous les types de propriété intellectuelle. Alors, la première des choses, il faut comprendre que l'État, n'importe quel État, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, etc., c'est une partie prenante directe parce que c'est eux qui définissent les lois. Et donc, automatiquement, c'est l'État qui vous donne ce droit de monopole sur une invention. Donc, vous êtes lié avec l'État, hein. Donc, typiquement, parce que vous allez payer des taxes pour la délivrance du brevet, vous allez payer des taxes annuelles pour le maintien du brevet. D'accord? Lorsque vous exploitez commercialement le brevet, vous allez quand même payer des taxes, c'est de la fiscalité. Si vous faites des licences, des cessions de brevets, vous allez payer aussi, hein, d'accord? Si vous êtes repris par un investisseur, je parle de la start-up aussi, vous allez payer des taxes. Donc, chaque moment, l'État, elle est partie prenante directe avec vous.
Il y a aussi un volet très important, ce qu'on appelle les licences obligatoires. Et donc, automatiquement, si vous avez, par exemple, il y a le cas du Covid aujourd'hui qui nous interpelle. Et donc, si vous avez un brevet sur, par exemple, une maladie prévalente dans un pays ou dans le cadre d'une pandémie, hein, on peut passer par ce qu'on appelle des licences obligatoires si vous n'avez pas la capacité de servir tout le monde. Donc, c'est l'intérêt, l'État, il est là pour vous donner des monopoles, etc., mais aussi il est là pour réguler, pour veiller à l'intérêt de tout le monde. Alors, le deuxième volet, c'est les partenaires, on va dire, comme l'université, parce qu'on parle aujourd'hui des doctorants, etc. Et donc, vous faites votre recherche au sein d'une université. Vous la faites en partenariat avec d'autres chercheurs, vous la faites dans un laboratoire. Et donc, il y a tout un intérêt à définir, par exemple, qui fait quoi et c'est quoi l'apport de chaque partie. Alors, je m'explique. Par exemple, lorsque vous allez déposer le brevet, c'est qui les inventeurs? Et donc, on doit remonter correctement à savoir c'est qui les parties les personnes qui ont contribué au développement de la solution. Alors, dans ce cadre-là, il y a les cahiers de laboratoire qui peuvent servir comme un outil de repérage des inventeurs. Mais il y a aussi les contrats de R&D. Parce que si vous êtes dans le cadre d'un contrat de recherche, on sait très bien c'est qui les parties qui ont contribué. Et donc, ça peut être et les chercheurs et des salariés d'une entreprise, par exemple, qui a commandé cette recherche. Le troisième volet, hein, d'accord, c'est les inventeurs. Alors, vous êtes une start-up, c'est une structure juridique, mais derrière n'importe quelle invention, ce n'est pas les entreprises qui innovent, hein, c'est les personnes physiques. Et d'ailleurs, aux États-Unis, il y a pas longtemps, c'est les personnes qui déposent les brevets. D'accord? Et après, on fait ce qu'on appelle des cessions aux entreprises. Il y a un petit changement récemment. Mais donc, les inventeurs, c'est une composante très, très importante et pas uniquement dans l'idée de la rémunération, mais aussi dans l'idée du transfert technologique. Parce que les investisseurs, ils exigent la présence des inventeurs lors d'une session de parts, etc. Parce qu'il n'y a pas de garantie comment on peut faire ce transfert si on n'a pas les bonnes personnes qui ont déjà travaillé sur le sujet. Alors, le dernier volet, il concerne la start-up ou bien l'entreprise elle-même parce que vous allez engager quand même des investissements. Si vous faites ça dans le cadre de votre start-up, donc vous allez engager des investissements et donc vous avez intérêt à savoir qu'est-ce que vous avez mis dedans, à repérer tout le savoir qui était développé et aussi à repérer les ressources humaines qui interviennent dans le projet. Alors, grosso modo, donc, il faut avoir cette conscience que dans le cadre d'un projet d'innovation, on n'est pas seul. Hein. D'accord? Aujourd'hui, la majorité des innovations, c'est des innovations incrémentales et donc automatiquement, on est dans le cadre généralement de l'open innovation. Donc, on utilise pas mal de ressources externes pour qu'on puisse avancer. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est pour cela qu'on s'intéresse beaucoup aux startups, hein, parce que les grandes boîtes aujourd'hui, ils mettent moins de moyens dans la recherche. Parce qu'ils savent très bien que aujourd'hui, les pays, ils investissent dans la recherche scientifique, etc., via les universités. Et donc, automatiquement, ils ont plus intérêt à acheter une start-up directement que d'investir sur un projet pour lequel il n'y a pas de garantie de résultat. Et donc, cette étape de recherche qui se fait au niveau des universités, elle est cruciale, elle est très importante pour le monde économique parce que ça permet au moins de dérisquer la technologie de manière globale. Et donc, les investisseurs, ils vont acheter un projet qui a quand même, on va dire, 90% de chances de réussir sur le marché. Je cite souvent l'exemple de Moderna, donc sur les vaccins aujourd'hui, qui ont quand même fait on va dire un exploit extraordinaire parce que grâce, malheureusement pour les gens, le Covid, c'est pas c'est quelque chose de bien, mais c'est une opportunité économique qui a permis quand même l'émergence de pas mal de startups. Et donc, saisir le bon timing pour un petit peu approcher les investisseurs, c'est aussi très bien. Alors, ce qu'il faut garder aussi en tête en termes de stratégie, lorsque vous faites quand même un développement, il faut faire attention. Il y a quand même, pour avoir un brevet, par exemple, c'est pas directement. Il faut respecter un certain nombre de critères. Je pense je ne sais pas si vous les avez déjà discutés avec Madame avant moi, mais il y a la nouveauté parce que de toute façon, vous ne pouvez pas déposer quelque chose qui est déjà existante. Donc, c'est pour cela qu'on parle de la nouveauté par rapport à un état de l'art.
Et donc, il faut avoir cette capacité à faire des recherches sur l'état de l'art. Alors, j'attire votre attention. On est toujours, en tant que chercheur, orienté vers les articles scientifiques. Et ça, c'est une erreur monumentale parce qu'il y a des études qui démontrent que presque 70% de l'information technologique, il existe dans les brevets. Et donc, les brevets, c'est un outil très performant parce que si vous êtes en train de développer de la recherche appliquée, de la recherche orientée marché, il faut garder en tête que la recherche dans les bases de données brevets, c'est un outil performant pour vous parce que ça vous permet de quand même de ne pas recréer la roue pour ne pas refaire des investissements inutiles et de reprendre le curseur là où il le faut. D'accord? Parce qu'autrement, vous allez vous casser la tête sur des choses alors que des gens ont déjà démontré que ce n'est pas possible. Et donc, ça, c'est très important. Dans l'idée de faire un projet de recherche, allez directement dans les bases de données brevets. Ça ne coûte rien parce que c'est public. Les bases de données brevets, c'est public. D'accord? Parce que c'est la contrepartie qu'on donne à des inventeurs sur leur brevet, c'est-à-dire le monopole, c'est de divulguer l'information. Bien sûr, il y a l'activité inventive, donc il ne faut pas que ce soit évidente pour un homme de métier, c'est-à-dire que ce n'est pas une combinaison évidente de solutions existantes. Et la dernière des choses, c'est l'application industrielle ou une utilité. Et donc, et ça, c'est parce qu'on parle de la propriété industrielle. Alors, j'ai parlé de ça par rapport au contrat R&D, etc., parce qu'effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire attention dans le cadre des... Alors, je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps, mais il faut faire attention. Les parties prenantes, c'est très important. Les cahiers de laboratoire, j'ai déjà parlé de ça, hein. Ça aide à faire aussi du transfert de savoir. Le cahier de laboratoire, c'est très important. C'est comme ça qu'on puisse avancer aussi en matière de recherche. Alors, ce qui est important, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil de négociation. Parce que les gens, quand même, aujourd'hui, on a un cadre législatif qui est très important. Le droit de la propriété intellectuelle, il est harmonieux partout dans le monde. Vous avez les mêmes règles, vous avez les mêmes pratiques. Et donc, c'est très important d'utiliser ce levier-là dans la négociation. Parce que les investisseurs, ils sont rassurés lorsqu'on a quelque chose de palpable, quelque chose qu'on peut revendiquer par la suite. Et donc, ça, il faut le garder en tête. Le secret, c'est bien si vous êtes capable de le faire, mais ce n'est pas quelque chose de facile, hein. C'est très, très important de penser au brevet en tant que jeune start-up. Juste un dernier slide avant de vous donner la parole pour les questions. Aujourd'hui, il y a quand même un virage très important en matière d'importance de la propriété intellectuelle, et je parle de tout ce qui est tangible, intangible. Avant, si vous regardez sur, par exemple, l'indicateur, le SP500, qui regroupe les 500 grandes entreprises dans le monde, depuis 1970, donc on était à connotation matérielle dans les structures. Donc, vous allez trouver ExxonMobil, IBM, etc. Les Procter & Gamble, c'est les grandes boîtes qui investissent, etc. Donc, le matériel, il l'emporte. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Vous avez les GAFA, aujourd'hui, c'est à 80%, c'est plus de l'immatériel, hein. C'est des brevets, c'est des logiciels, c'est des marques, etc. Donc, il faut prendre en considération qu'aujourd'hui, la propriété intellectuelle, c'est un outil très important. Je vous encourage tout d'abord à repérer exactement qu'est-ce que vous avez comme propriété intellectuelle et deuxièmement, à penser à la protection parce que c'est un volet qui peut basculer complètement la valeur de l'entreprise. Parce que lorsqu'on passe à la valorisation avec les investisseurs, ils vont faire une due diligence et ils vont repérer. Et donc, s'il y a de l'immatériel, de la propriété intellectuelle, ça donne de la valeur à la start-up. Je pense j'ai terminé, donc je cède la parole à vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, on prend. Allez-y, Pascal. D'accord. Merci, Monsieur Amani. Voilà, donc c'est aussi vraiment ça. Bon, disons que ça aussi a été un complément de ce qu'on vient de faire avec Madame tout à l'heure. Donc, je voulais savoir par rapport, puisque c'est vraiment quelque chose d'important, voilà. Donc, est-ce que au niveau de l'organisme ici qui se charge ici des affaires de brevets,
est-ce que chaque université, dans ce cas, doit y avoir ou bien a déjà un représentant? C'est-à-dire par université, chaque université qui existe, est-ce que chaque université a un représentant au niveau de cet organisme ici qui régularise ou bien qui gère les brevets? Pas du tout, c'est un organisme qui est étatique, donc il n'a rien à voir, il travaille pour tout le monde. Il a un mandat de gestion de droit de la propriété industrielle dans le pays, donc il est là pour garantir l'application de la loi. Donc typiquement, si vous prenez l'OMPIC, l'Office marocain de la propriété industrielle, si vous prenez l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, ou API, ou la RIPO, etc., c'est des organismes qui ont un mandat de gestion. Donc, ils ne sont pas liés avec des représentants. Par contre, ce qui est peut-être important dans une université, alors typiquement chez nous, on a une charte de la propriété intellectuelle. Déjà, il faut créer un cadre au sein de chaque organisme. Deuxièmement, on a ce qu'on appelle les offices de transfert technologique, les TTO. Alors, les TTO, ils aident quand même à repérer, donc parce qu'il y a quand même, on a besoin de support. Alors, les chercheurs, en général, ce n'est pas une matière qu'ils maîtrisent, et donc, il y a de l'intérêt à repérer, par exemple, des innovations qui se font au sein de l'université. Il a aussi la fonction de pouvoir supporter cette phase de protection, de licence, etc., de création de la valeur via les outils de la propriété intellectuelle. Donc, l'organisme, il n'est pas lié à aucune organisation, d'accord? Parce qu'il a un mandat du gouvernement. Par contre, il travaille en parfaite collaboration avec les partenaires. Par exemple, l'OMPIC aujourd'hui, on a un réseau qui s'appelle le TISC, qui existe partout dans le monde. Il est géré par l'Organisation mondiale. Et ce réseau-là, il favorise le partage des expériences, mais aussi il favorise le partage de l'information. Aujourd'hui, on a accès à des bases de données, on a accès à des formations, etc. Donc, c'est tout ce que l'Office peut faire. C'est de la promotion, c'est de la sensibilisation. Et aussi, c'est le développement des procédures. Hein. Donc, faciliter les procédures de dépôt, la digitalisation. Aujourd'hui, au Maroc, on peut faire un dépôt de brevet en ligne, donc on n'a pas besoin de se déplacer. La même chose pour la marque, pour le dessin modèle. C'est ça le rôle de l'Office, c'est de promouvoir l'esprit de la propriété intellectuelle. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui. Là, je comprends que oui, il y a un organisme qui gère parce que mon souci était que, voilà, avec l'école, vous décidez de mettre le brevet, par la suite, ça se prend des mails de personnes que vous ne connaissez même pas. Et après, bon, c'est parti. Et après, c'est pour dire que non, ça existait déjà, on ne sait pas et tout, des trucs comme ça. Donc, c'est pourquoi j'ai posé la question pour savoir est-ce qu'il y a un représentant, par exemple. Bon, maintenant, c'est bien parce qu'au Maroc, je sais maintenant qu'au Maroc, il y en a, et puis un peu partout, qui représente toutes les universités sur son territoire. Et donc, ça, c'est une bonne chose. Merci en tout cas pour la réponse, monsieur. Pas de souci. Merci beaucoup. Une dernière question, s'il y en a, s'il vous plaît. Si quelqu'un a une question, sinon on va clôturer donc cette session de formation. Je pense que tout a été clair. Merci beaucoup, Monsieur Ameni. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. On va vous retrouver tout à l'heure pour la table ronde 2, donc autour d'une discussion avec différents panélistes. Donc, merci beaucoup, chers doctorants. Restez connectés. On enchaîne avec une 3e formation par rapport au cadre juridique. Et par la suite, il y aura une table ronde. Donc, pour les lives, on reprend dans 1 minute. Merci. Au revoir. Merci.